Je voyage à travers le sensible pour m'imprégner de toutes ses textures, ses couleurs et son intensité, et ouvrir les corps et les cœurs en y déposant des mots d'amour et de beauté qui disent au monde la valeur des choses et leur rendent justice. Bienvenue dans le podcast des auteurs de sens, des éveilleurs de conscience et des engraineurs de demain. Autant de voix rassemblées en un mouvement militant en faveur du vivant, une matière vibrante qui de ses ondes grandissantes va souffler sur le monde un vent d'amour et de liberté et participer en toute humilité à la régénérescence du fascia planétaire, du tissu cellulaire de l'univers, comme des milliers d'étoiles. Pour le 8e épisode du podcast des auteurs de sens, je reçois Julia Passot. Julia est l'initiatrice et la conceptrice de La Turbine, un collectif constitué en 2019 à Nantes, qui au travers de récits et d'expériences artistiques et scientifiques, inspire et met en mouvement pour créer un futur désirable. Julia est une utopiste concrète, une pionnière du nouveau monde. Nos âmes se sont donné rendez-vous dans la petite cour arborée de la Grande Mosquée de Paris, face à l'entrée du Jardin des Plantes et du Muséum d'Histoire Naturelle. Pas de hasard, seulement des rencontres. L'esprit explorateur est curieux, le corps et les mots en amour. Julia entre dans l'univers professionnel par la porte du spectacle vivant. Et vivant est justement ce qui la caractérise par nature. Un vivant militant, un vivant agissant, un vivant en mouvement. Alors après 10 ans passés à diriger la communication du Théâtre du Rond-Point, elle quitte Paris pour Nantes et donne le jour à un projet de cœur pour mettre la réconciliation à l'œuvre et au centre le beau, le vrai et surtout le vivant sous toutes ses formes. Tisseuse écosystémique, défricheuse lumineuse, Julia rend visible. Son regard regarde et sa parole marche, avec autant de sensibilité que de justesse et d'authenticité. Son visage et ses mots sont clairs, ouverts à tous les possibles. Elle fait partie des éclaireurs, de celles et ceux qui se sont mis en chemin pour accompagner tangiblement le monde et les humains, depuis l'endroit où elle se tient sans autre prétention, vers une manière plus poétique d'habiter la terre et de coexister, en montrant les pousses et les graines de lumière déjà semées. À l'instar de Paul Éluard, elle revendique une utopie incarnée, sensorielle et réelle, qui se trouverait juste là, exactement où nous sommes. Prenant sa source au point zéro, à cet endroit très particulier de la reliance où les contraires s'attirent, où il n'y a pas d'opposé, que des complémentarités. Une ligne d'argent, que seul le cœur peut voir, gardienne d'espace où tout est à créer, à retisser ensemble et à rêver. Et pour ouvrir notre échange, j'ai eu envie de lui demander comment résonnait pour elle cette phrase dont La Turbine a fait sa devise « Il existe un autre monde et il est dans celui-ci ». Cette phrase, en effet, elle résonne beaucoup pour moi et elle est là depuis le début, depuis que j'ai créé le blog en 2017. Avant que ça devienne vraiment un collectif en 2019 sur la forme que ça a aujourd'hui, c'était plus un espace de recherche personnelle et d'écriture. Et le point de départ, c'était l'utopie. Et je suis très vite tombée sur cette phrase et elle est vraiment en en-tête du site. On la réutilise encore aujourd'hui pour parler des projets, de notre démarche. Donc elle est toujours aussi forte. Et moi, ce qu'elle me raconte, c'est que effectivement, il existe un autre monde. On l'appelle de nos vœux, parfois de manière plus ou moins insistante, ou en tout cas, il y a cette urgence qu'on ressent aujourd'hui de se dire il faut créer un autre monde. On parle beaucoup de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, comme une sorte d'injonction. Mais parfois, on a l'impression qu'il faut tout réinventer. Du coup, ça nous demanderait une énergie énorme et on sait pas par où commencer. Mais de se dire que en fait, il est dans celui-ci, il est dans notre monde, ce nouveau monde. C'est le rendre plus palpable, c'est le rendre plus à portée de main aussi.
c'est le rendre plus tangible. Itsuo Tsuda, qui est un maître zen que j'ai découvert il y a peu de temps via Manon Soavi, qui est une autrice qui parle de ce sujet-là, qui parle de l'utopie, qui parle d'utopie concrète. En fait, dit, alors c'est pas exactement sous ces termes-là, mais l'utopie, c'est là où nous sommes. En fait, l'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu, quand on prend la racine grecque, ou topos, mais et donc souvent on la traduit à tort par ce qui n'existe pas. Mais finalement, l'utopie, c'est aussi créer en fait ce lieu-là en nous-mêmes, à l'instant où on se trouve. Et du coup, c'est peut-être ce qui n'a pas encore été réalisé, mais c'est pas irréalisable. Et donc moi, ce qui me parle bien, dans Il existe un autre monde et dans celui-ci, c'est vraiment de se dire que c'est là en fait, on a tout à portée de main. Et parfois, il suffit de pas grand-chose. Et il y avait un truc qui m'avait frappé il y a peu de temps aussi, au moment du décès de Bruno Latour, qui lui disait qu'on avait déjà changé de civilisation. Parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, qu'on est en train de faire un changement de culture, un changement de civilisation qui est en train de s'opérer, mais en fait, parfois, on voit pas ce qui se passe aussi sous nos yeux, et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé dans nos imaginaires, dans nos langages aussi, dans nos valeurs. Donc finalement, cette utopie, elle n'est pas si loin que ça. Ouais, j'entends ce que tu dis. Il y a deux choses qui résonnent là. C'est si je comprends bien, en tout cas ta conviction, c'est qu'on ne peut pas faire sans anamnèse ou sans tenir compte de notre propre anamnèse individuelle et de notre anamnèse collective, donc de l'histoire en fait, d'où on vient, de là où on en est dans le présent, et aussi que c'est un changement de regard finalement. C'est modifier ce qu'on perçoit à partir de l'intérieur, donc en changeant de prisme, et pour pouvoir ouvrir des fenêtres, ouvrir des portes dans ce qui est déjà là. Est-ce que c'est un peu ça que tu dis ? Oui, il y a la question du regard, on parle beaucoup de ça, c'est aussi le cœur du projet de la Turbine, qui est de croiser les regards, de décaler les regards, notamment avec justement le point de vue des artistes, mais aussi des chercheurs, des scientifiques qui sont finalement très proches dans leur démarche souvent. Et donc l'idée, c'est effectivement de porter un regard différent sur les choses, sur ce qui est déjà, sur ce qui a été, peut-être regarder à nouveau ce qui a été. Il y a cette histoire de regard, mais il y a aussi cette histoire, je trouve, de poser son regard ou décaler le regard, c'est mettre une conscience différente sur les choses. Et du coup, mettre une conscience différente sur les choses, ou une lumière ou une attention spécifique, c'est aussi déjà réorienter et réécrire quelque part. Ouais, ça me fait penser aux concepts fondamentaux des pratiques narratives qui disent, il y a vraiment ce truc moi que je trouve assez fort et qui dit on n'est pas qu'une histoire, on est multi-histoire. Et donc tu peux voir les choses d'un certain point de vue et être enfermé dedans, et puis tout à coup si tu te décales un tout petit peu, hop, il y a tout qui change. Et ça c'est plutôt joyeux en fait comme perspective. Ça me fait penser, en fait, ça se retrouve dans notre démarche, un de nos projets qui s'appelle Des mots pour demain, qu'on développe en fait depuis 2019. C'est une sorte d'atelier qui mélange à la fois de la prospective, de l'écriture collective et puis aussi de la lecture de textes. En fait, des mots pour demain, c'est de se dire quels mots on va utiliser demain pour parler des sujets qui nous touchent, tous les sujets de société, que ce soit l'habitat, que ce soit notre rapport au vivant, à l'alimentation. Voilà, il y a tout un tas de sujets qu'on aborde, même le changement climatique, qui sont des sujets très concrets, on va dire. Et en fait, on s'appuie pour ça sur des textes à la fois scientifiques et littéraires. Donc on essaye justement d'aller sur cette diversité en fait de regards pour pouvoir justement créer de nouveaux croisements, faire des alliances et des tissages un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire, pour pouvoir se dire finalement quelle conscience on a envie de remettre sur ce sujet-là, quels mots on a envie de choisir pour parler demain de ces sujets. Et ces mots, en fait, ils peuvent très bien provenir de ce qu'on a entendu dans des textes du passé ou des textes d'aujourd'hui, ou être inspiré d'eux. On peut aussi créer des mots, mais souvent, en fait, on réhabilite certains mots qui sont là depuis longtemps, en fait, mais qu'on a envie de regarder à nouveau différemment. Ouais, regarder différemment. Et moi, j'ai suivi 2-3 de ces ateliers des mots. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, exactement.
Et j'ai trouvé ça génial parce que tout à coup, parce qu'on est aussi vachement enfermé dans le langage. Et alors, on est enfermé dans le langage et la société, le collectif hack aussi un peu le langage en lui donnant un sens. Et finalement, souvent, il est déraciné. Et puis ensuite, les gens se l'approprient, ce sens-là, alors que sans regarder vraiment si ça vibre pour eux et si ça vibre dans ce qu'ils projettent, en fait. Donc, cette réappropriation textuelle ou linguistique, je crois qu'elle fait vraiment aussi partie de la reprogrammation intérieure dont tu parlais un peu tout à l'heure. Ouais, la question des mots, c'est central. Peut-être parce qu'on s'est bien trouvé avec mes acolytes François Rousseau, Isabelle Astier sur cet amour des mots et des textes, et puis parce que je viens de là, c'est-à-dire que j'ai fait des études littéraires et je suis une grande lectrice et j'aime les mots, et que je mets un focus particulier, une importance particulière sur ça. Puis je trouve qu'on en parle beaucoup en ce moment aussi, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met derrière les mots ? En fait, les mots, ça paraît rien comme ça, mais c'est vraiment le plus petit dénominateur commun de ce qui nous lie, c'est-à-dire ce qui véhicule les valeurs qu'on peut avoir en commun, les imaginaires qu'on peut avoir en commun aussi, et puis un langage qui nous permet de rentrer dans une communauté et de porter un projet de société. Donc, choisir ces mots avec minutie et avec conscience, j'ai envie de dire, c'est déjà un projet de société, c'est en fait... créer quelque chose d'autre, quoi. Ouais, puis c'est déjà un mouvement, un pas vers l'intention de changer ce qui existe, en tout cas. Et alors, j'ai plein de questions sur la turbine, mais j'avais envie peut-être de faire un petit focus sur toi, Julia, de savoir un peu plus qui tu es et qu'est-ce qui, dans ton histoire, justement, dans ton anamnèse à toi, t'a amené là où tu es aujourd'hui, à la turbine, à la femme que tu es aussi, à cet engagement un peu militant, hein, quand même, parce que c'est militant de s'engager pour le vivant. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent ? Est-ce qu'il y a... Ok, vaste question. Vaste question. Ou une histoire, si tu as envie de raconter une histoire sur toi qui te définit. Je crois qu'on a besoin toujours de se raconter des histoires et de mettre de la cohérence dans nos parcours. Ouais, exactement. Parfois, il y en a peut-être pas tant que ça, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre, mais si je cherchais à tisser un fil, je dirais que je sens très fortement une boucle pour moi, en tout cas des boucles qui s'opèrent dans ma vie. On va dire au démarrage, il y avait... au démarrage de ma vie d'adulte, il y avait vraiment cette envie d'explorer la danse, le mouvement que je pratique depuis toujours. Et puis je voulais faire des études d'anthropologie. Ouais. Et finalement, je suis partie pas si loin que ça, mais plutôt travailler dans la culture, travailler auprès des artistes du spectacle vivant et les accompagner, les observer, participer à des projets justement qui interrogent à la fois des questions de société dans un projet artistique et culturel. Ça avait beaucoup de sens pour moi et le rôle que j'avais là-dedans, c'était un rôle de communicante. Du coup, c'était quelque part de porter, de faire écho en tout cas à toutes ces idées-là. Et aujourd'hui, avec ma nouvelle vie, on va dire, ce nouveau cycle que j'ai avec la turbine, en fait, je reconnecte, je pense, avec le mouvement, avec la danse, qui a une beaucoup plus grande partie dans ma vie et qui, justement, ça fait partie des choses que je veux vraiment imbriquer au sein de la turbine. C'est cette question du mouvement. En fait, le projet de la turbine, c'est inspirer et mettre en mouvement pour créer un futur désirable. Cette notion de mise en mouvement, on peut la voir sous deux angles, à la fois sous l'angle symbolique, se mettre en mouvement, se mettre en action, avoir des déclics de conscience, on va dire, et puis se mettre en mouvement, c'est aussi bouger soi-même, bouger son corps. Et donc j'ai l'impression de refaire une boucle avec ça aujourd'hui en ramenant à nouveau la danse et le mouvement dans le projet de la turbine. Et puis la question de l'anthropologie, c'est la question finalement de c'est une question qui analysait finalement les sociétés humaines, comment elles fonctionnent entre elles, quels sont leurs codes, quels sont leurs langages. Et j'ai l'impression qu'avec la turbine, finalement, on travaille beaucoup sur les sciences sociales et je refais une boucle avec ça en ce moment. Ça me permet d'aller réexplorer un petit peu
tout ce regard qu'on peut avoir sur les cultures. Donc c'est peut-être ça l'histoire que je raconterais sur moi, s'il y avait un fil à tirer, parce que ça me frappe en ce moment cette notion de boucle. Après, est-ce qu'il y a un endroit dans ton histoire personnelle où est né, tu vois, cette je sais pas, cet amour du vivant ou cette flamme. Tu parles du mouvement, de la danse, mais est-ce qu'il y a voilà un petit truc où tu te dirais ouais ça a pris ses racines bien sûr. À cet endroit-là. Oui, et effectivement, alors là du coup je remonterai un peu plus loin, et il y a ce rapport au savoir dans ma famille et dans mon entourage, savoir littéraire mais surtout scientifique. D'accord. Qui m'a bercé un peu depuis toujours, et du coup il y a cette curiosité, ce besoin de comprendre aussi dans quel monde je vis et j'évolue, de pouvoir mettre des mots dessus aussi. Donc il y a vraiment ce rapport très fort à la connaissance, et le rapport au vivant. Je pense que c'est les expériences que j'ai eues enfant, où j'ai eu quand même la chance de côtoyer des espaces très différents, des rapports au paysage, mais aussi aux animaux, aux végétaux. J'ai pas mal navigué justement entre un milieu urbain plutôt dans lequel j'ai été élevée au quotidien, et puis une ferme qu'avait mon grand-père dans le sud-ouest, dans le Gers, avec un rapport justement à la terre, aux animaux, ce qu'on fait des animaux et comment on les côtoie, et du coup je pense qu'il y a eu cet intérêt là. Et puis d'ailleurs c'est revenu il y a quelques années où je suis allée justement faire du woofing dans une ferme où il y avait de l'élevage, et il y avait aussi de la permaculture, il y avait du maraîchage, et j'ai pu reconnecter un petit peu avec ce rapport au vivant. Et puis après, ce rapport au vivant, il est passé aussi à travers des voyages et puis le fait de côtoyer directement ces réalités-là. Et le petit déclic que moi j'ai eu par rapport au projet de la turbine, c'est j'étais dans un environnement très urbain pendant 10 ans à Paris. Je brassais beaucoup d'idées, je rencontrais beaucoup d'artistes, et il y avait vraiment cette prise de conscience du pouvoir en fait qu'ont les artistes pour nous faire regarder justement les choses autrement. Mais j'avais besoin de comprendre, moi, il me manquait un truc, il me manquait ce rapport justement à la connaissance et au savoir lié au vivant. Ouais, plus incarné quoi. Plus incarné, ou en tout cas plus précis, et c'est vraiment de refaire un lien entre les émotions, l'esthétique, et puis quelque chose de plus conceptuel. Et puis aussi comprendre très concrètement ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire l'effondrement du vivant, le dérèglement climatique, et d'aller mettre justement des notions très précises en fait derrière tout ça. Combien, comment, c'est quoi les phénomènes biologiques, c'est quoi les phénomènes climatiques, et ça en fait j'ai commencé vraiment à me dire ok, comment je peux aller chercher cette nourriture là. Donc je suis allée à des conférences, je commençais à lire des essais. J'étais toujours un petit peu frustrée de la forme esthétique que ça pouvait avoir. Souvent on oppose, je trouve, beaucoup trop le monde des idées, de la connaissance avec le monde de l'émotion, et du coup j'avais besoin de relier tout ça en fait. Relier les arts et les sciences, retisser des liens en fait entre la connaissance et cette capacité qu'on a à s'émouvoir, à être touché profondément. Et mon intuition, et l'intuition qu'on porte à la turbine, c'est de se dire peut-être que c'est là l'endroit de déclic. C'est d'arriver justement à croiser ces formes d'intelligence et de prise de conscience. À la fois de sentir dans notre corps, dans notre cœur, et en même temps d'être touché, et en même temps de comprendre avec notre cerveau, notre intelligence conceptuelle, ce qui se passe quoi. Ouais, la capacité à se laisser toucher. Ça, c'est un truc qu'on a perdu beaucoup. Enfin, en tout cas, on s'est beaucoup empêché finalement de jusqu'à parfois, j'ai l'impression ne plus savoir en fait comment s'émerveiller, comment faire en sorte que ce qu'on perçoit du monde, ce qu'on voit, vienne faire vibrer le cœur. C'est Mais parce qu'on est beaucoup coupé aussi de beaucoup de choses. Enfin, notre organisation sociétale fait que on a délégué énormément de choses de nos vies. Par exemple, là, ce téléphone qui nous enregistre, on ne sait pas, en fait, on a l'objet entre nos mains, mais en fait, il n'est pas connecté à
aux minéraux qui le composent, aux humains qui l'ont fabriqué. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses dans notre vie, même le rapport à l'alimentation. C'est quelque chose qui m'importe énormément parce qu'en fait, tout est très très déconnecté du vivant et de l'origine des choses. Ce qui fait c'est difficile dans ces conditions-là de s'émouvoir, je trouve, et de prendre conscience. Donc, moi, j'ai l'impression que notre travail aujourd'hui et que on est beaucoup à faire, c'est de soulever un petit peu, d'ouvrir les fenêtres. Tu parlais d'ouvrir les fenêtres tout à l'heure, de soulever un peu le voile, d'aller à nouveau se reconnecter à ce qui nous entoure et à la réalité, en fait, de chaque chose de notre vie. Ça prend beaucoup de temps. Du coup, on se rend compte que, en fait, il faut faire des choix et que ça remet beaucoup en question nos modes de vie. Mais je trouve que ça apporte du pouvoir aussi, du pouvoir dans le sens pouvoir d'agir. Ouais, c'est vrai. Et en explorant un peu le site de la Turbine, il y a une phrase que j'avais envie d'approfondir avec toi, c'était cette histoire de questions culturelles. Tu dis que la transition écologique est avant tout une question culturelle, et je me demandais ce que ça voulait dire pour toi, ce que tu entendais par là. Oui. Aujourd'hui, j'ai tendance plutôt à parler de transition écosystémique. Je sais pas si ça parle au plus grand nombre. Tu peux expliquer un peu l'histoire peut-être des mots, c'est toujours quand je parle d'écologie, j'ai l'impression que c'est un mot. C'est très vaste et ça aussi, ça a été pas mal hacké. Voilà. On en a fait. Et du coup, souvent on dit les transitions qu'on est en train de vivre, qui sont les transitions écologiques, sociales, sociétales. Enfin, on fait généralement une énumération assez longue. Et en fait, elles sont écosystémiques, c'est-à-dire que elles interagissent. Tout est interconnecté. Et on voit bien avec tout ce qu'on a vécu dernièrement, la crise sanitaire, qui avait un impact effectivement sur notre rapport au vivant. On a redécouvert certaines choses, le rapport justement à la terre, et puis aussi les crises sociales que ça a engendré. Enfin bref, du coup, je parlerais plutôt de crise écosystémique, enfin en tout cas de transition écosystémique. Mais du coup derrière, en fait, moi il me semble que ces transitions-là, elles nous amènent justement à créer une nouvelle culture. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire des mots. C'est finalement nommer ce qui est en train de se passer et ce vers quoi on a envie d'aller. C'est déjà dessiner en fait des nouvelles histoires, des nouveaux imaginaires, poser des valeurs communes, en tout cas s'interroger ensemble sur ce qu'on a envie de partager, c'est quoi le socle de notre projet de société, et puis quels mots on va utiliser pour en parler. Et ça, en fait, c'est ce qui constitue, en fait, c'est les piliers de la culture, c'est les piliers d'une culture. Et le changement de culture, du coup, le changement de culture à opérer, je trouve que parler de changement de culture, c'est quelque chose qui nous parle un peu plus dans nos codes occidentaux. Ça englobe quand même beaucoup d'aspects de nos vies. Et ça donne aussi, j'aime bien jouer avec le mot culture parce que, en fait, moi, je viens du secteur culturel, on va dire. Et je me demande, en fait, comment la culture et ce secteur-là, on va dire, et tous les gens qui le composent, en fait, comment, en fait, ils ont un rôle particulier à jouer. À la fois, on vient un changement de culture et à la fois, la culture peut nous aider à être un levier, dans le sens où, c'est au sein du monde culturel qu'on va trouver des artistes qui sont celles et ceux qui vont nous aider à changer de regard, qui vont nous aider à trouver de nouvelles formes. Et puis c'est aussi au sein des structures culturelles, que ce soit les festivals, les théâtres, en tout cas ces espaces en fait où on regroupe un grand nombre de personnes et on va pouvoir justement porter des messages, les porter d'une autre manière aussi. Ouais, c'est ça. Et toucher le plus grand visuel ou plus vivante finalement. Ouais. Et la dernière fois, c'était en mars dernier, je suis intervenue dans une scène nationale en Mayenne, à Château-Gontier, avec un paléoclimatologue qui s'appelle Jean Jouzel, et aussi David Val, un comédien metteur en scène, et Olivier de Sagazan, qui est sculpteur-performeur, autour de la question du climat. Et c'était une grande soirée où on a alterné des sujets à la fois très techniques et scientifiques sur le climat et une approche beaucoup plus sensible de la géologie, de la biologie, du rapport au vivant. Et dans la salle, il y avait des élus, des agents du territoire, il y avait des habitants, il y avait des gens qui venaient pour voir les artistes, il y avait des gens qui venaient pour voir Jean Jouzel. Et en fait, il y avait une sorte de panel comme ça de la population dans cette salle où il y avait 350 personnes, je sais plus exactement. Et d'un coup, c'était un espace de parole et une mini-société où on a pu justement échanger sur ces sujets-là ensemble. Et c'est en ça que je me dis,
tiens, les lieux culturels sont des espaces de parole et sont des espaces où on peut construire justement ces nouveaux projets de société. Après, il faut toujours le remettre à l'échelle à laquelle on est, mais en tout cas, voilà. Du coup, la culture, quand je parle de changement de culture, c'est dans tous ces sens-là, en fait. Ouais, et puis tu parlais de... peut-être j'aurais une question un peu plus avancée sur la transversalité, mais tu parlais de faire se rencontrer. Et justement, dans des espaces comme ça, où on vient tous, avec ce qu'on est, côtoyer des personnes qu'on côtoierait pas d'habitude, il y a une forme d'horizontalité aussi, qui fait que on peut tous se poser des questions ensemble et y répondre ensemble, sans qu'il y ait ces codifications qui cloisonnent. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Ouais, ça me parle beaucoup, et je rajouterais autre chose à ça, c'est que cette transversalité, oui, là je l'ai senti ce jour-là dans ce lieu, et ça a reconnecté, je trouve, avec ce que c'est que le théâtre et comment il est né dans l'Antiquité, qui était vraiment ces espèces d'agora et de paroles et de rencontres. Mais pour autant, on sait bien, et c'est pour ça que j'ai aussi quitté le théâtre dans lequel je travaillais, que ces espaces-là, c'est pas tout le monde qui franchit les portes. Bien sûr. Et du coup, ce qu'on fait avec la Turbine aujourd'hui, c'est aussi d'aller ce qu'on appelle faire du in situ. C'est un mot qui veut dire comment on sort et on va à la rencontre d'eux. On sort de ces espaces de culture, et du coup, on va peut-être plus dans la rue, dans des espaces même parfois totalement inattendus. Ça peut être des écoles, mais aussi des paysages. Ça peut être des espaces qui sont très variés, où on va aller à la rencontre d'autres personnes, et voilà. Du coup, je pense que pour moi, ces allers-retours là, ils sont hyper importants. J'entends ce que tu dis. Et on parlait de faire se rencontrer les gens, et j'ai envie de faire les deux, en fait. J'ai vraiment envie de faire les deux. J'écoutais quelques enregistrements sur le site justement de projets que vous avez menés en milieu scolaire, collège et lycée. Je trouve ça hyper intéressant d'aller chercher chez ce public-là, comment on peut appeler ça, des visions, des perspectives, des ressources pour nourrir ces fameux imaginaires dont on parle. Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire sur les jeunes? Parce que voilà, on parle beaucoup des jeunes, des enfants et tout, et qui sont les premiers d'ailleurs à être un peu enfermés dans un monde numérique, ou en tout cas un peu esclaves de ce monde-là. Et pourtant, quand on les emmène ailleurs, ils sont tout à coup en capacité de proposer des choses. Il y a plein de choses à dire là-dessus, sur la jeunesse. Et je refais le lien justement avec ce qu'on disait avec Jean Jouzel, donc qui est un monsieur qui a 75 ans et qui fait partie de ces personnes-là, à juste titre, qui placent beaucoup d'espoir dans les générations qui viennent, en disant c'est à vous maintenant d'opérer les changements. Je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où ce qui nous touche et la cible, on va dire, les personnes auxquelles on a envie de s'adresser au sein de la Turbine, c'est toutes les générations. Parce qu'en fait, on est tous ensemble à répondre à ces sujets-là, parce qu'on est tous ensemble à vivre ensemble la même époque. Et aussi, il y a ce truc, j'avais lu à ce moment-là un extrait de Glenn Albrecht, qui est un philosophe australien qui travaille beaucoup sur les mots. Et donc ça revient souvent, cette ressource-là, qui est vraiment une source d'inspiration, où il parle du mot éco-agnosie à un moment dans son texte, en parlant des jeunes, justement, enfin des jeunes, en tout cas des gens qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, et en disant finalement c'est hyper difficile, enfin il y a une espèce de pas de déni, mais en tout cas de fausse route à s'imaginer que justement c'est aux jeunes générations de se saisir de ces sujets-là, puisque eux en fait sont vraiment dans cette ils peuvent vivre cette éco-agnosie qui est comment en fait se rappeler de quelque chose qu'on n'a pas vécu, cet effondrement du vivant. Il y a beaucoup les personnes de moins de 20 ans en fait sont nées dans une réalité où il y avait déjà des espèces qui n'existaient plus, des rapports déjà effondrés, en fait, un rapport justement au vivant et aux espaces qui est totalement bouleversé, déjà différent, et du coup cette éco-agnosie-là, elle existe, et en fait elle augmente de génération en génération. D'où l'importance de ce dialogue entre les générations. Et donc pour répondre plus directement à ta question, qu'est-ce qu'on va faire quand on va dans les milieux scolaires? On l'a fait pour 2 projets.
Quand je dis on, c'est le collectif de la turbine. On est une quinzaine au sein du collectif. On se rassemble à géométrie variable suivant les projets. On avait fait un premier projet avec Zoé notamment dans un collège du côté de Saint-Nazaire sur la question du climat. Où en fait là l'idée c'était d'aller collecter les paroles justement de ces collégiens et la question du climat liée à leur territoire à eux spécifique, qui est un territoire qui est entre les marais de Brière et entre le littoral. Donc entre des risques d'inondation, d'élévation du niveau des marais, de l'eau des marais et de submersion sur la côte. Donc un endroit quand même très particulier. On n'est pas sur des questions de sécheresse quoique, mais en tout cas très liées à l'eau. Et qu'est-ce que ça signifie pour eux et comment ils se projettent. C'était intéressant d'avoir leur perception à eux, et en fait aussi ce qu'on les a amenés à faire pendant ces ateliers-là, c'était d'aller interroger aussi des adultes, donc le maire, des gens qui travaillent justement, une responsable du parc régional de Brière, et de leur poser eux des questions, poser des questions directement sur leur perception. Et donc il y avait cette espèce de croisement, c'est bien ce qu'on essaye de faire à chaque fois, entre les générations, entre les points de vue. Et puis voilà, les amener non pas à leur apporter du savoir ou en quelconque forme de pas descendant quoi. Voilà, mais du coup de vraiment les amener à s'interroger et écouter, et les écouter et recueillir leurs paroles. Et après nous on a toujours ce travail de ce collectage en fait, ensuite d'en faire le transformer en création sonore, du coup d'aller vers quelque chose qui serait plus de l'ordre du documentaire poétique. Donc en assumant en fait que qu'on tisse des choses les unes entre les autres, mais qu'on n'ait pas directement à transmettre une réalité brute, on va dire. Il y a un travail de composition. Et on a refait ça aussi, mais autour de la question de la masculinité. Oui, j'allais t'en parler. J'ai trouvé ça super joli, la façon dont ça avait été. L'enregistrement, moi j'ai pas arrêté de sourire en l'écoutant. C'est vrai. Là, on était un peu plus nombreux. On était 5 dans le projet. Et on a fait dialoguer en fait des paroles de jeunes de différents âges en fait, puisqu'on a été dans une école élémentaire, un collège et un lycée. Ils se sont pas jamais rencontrés, mais par contre on a entretissé leurs paroles dans cette création sonore qui s'appelle masculin singulier pluriel. Et là on a autant appris que eux, je sais pas s'ils ont appris quelque chose, en tout cas ils ont vécu quelque chose. Et ce qui était assez fort, c'était d'arriver nous avec notre connaissance du sujet, en tout cas sur la question ce qu'on appelle les gender studies, les études de genre, et sur les sujets de la masculinité. D'ailleurs il y a assez peu de choses encore, beaucoup de choses sur le féminisme et très peu sur les masculinités, mais quand même on avait une sorte de longueur d'avance entre guillemets, puisque c'était un peu notre focus. On a lu, on a regardé plein de documentaires, et puis on est arrivé dans ces écoles, et sans leur transmettre tout ça, on avait quand même des petites transmissions, des petits points d'inspiration, et puis de se rendre compte qu'en fait leur réalité est totalement différente. Que suivant le milieu dans lequel on est, urbain, rural, suivant les milieux socioculturels dans lesquels on peut évoluer, en fait ces sujets-là sont soit une préoccupation, soit au centre, soit pas du tout. Et on a été extrêmement surprise en fait de ces rencontres-là. Et ça, c'est ce qui était génial, c'est que de ça est né un vrai dialogue. Et nous, on a déposé un peu aussi toutes pas nos armes, mais en tout cas tout notre bagage un peu conceptuel, artistique, en se mettant vraiment à l'écoute. Et à partir de ça, en réécoutant ensuite pour faire le montage, de tisser et de recréer une histoire et un lien et un fil autour de ça. Ouais, mais c'est très joliment fait, et c'est fou comme on plaque des choses. Et la plupart du temps, tu vois, sur les gens, mais en fait, si t'interroges pas sur l'histoire, si tu vas pas demander, mais en fait, c'est quoi pour toi, tu ne sais pas la vérité. Et ça, peut-être que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des jeunes aujourd'hui, c'est d'aller les voir en leur posant les questions de comment ils ressentent telle ou telle chose, de comment ils vivent ça ou ça, de ce qu'ils pensent, de pas plaquer justement, de les laisser eux venir avec leurs ressentis, leurs émotions, leur vécu, de tout ce qui se passe et de tout ce qui les traverse. Il faut être prêt à entendre aussi ce qu'ils ont à dire. C'est ça, exactement. Qui va parfois avec cette de nos croyances. Ouais, bien sûr. Mais c'était une expérience très forte.
Vraiment. Ouais, j'imagine. Forcément, ça s'entend dans l'enregistrement, je trouve. Forcément imparfaite et très humble parce que c'est une goutte d'eau. Enfin, on a passé quelques heures avec chacun d'eux mais c'est comment nous ça nous a transformés aussi et finalement d'y aller avec le sujet des masculinités qui est un sujet qui est quelque part assez peu documenté, c'était pas mal parce qu'on y allait avec quelques bagages mais pas tant que ça finalement et du coup on s'est interrogés tous ensemble et ça c'était super et puis c'est surtout donner la parole aux garçons, aux hommes pour parler d'eux-mêmes. En fait, si je déconnecte le sujet, enfin juste je dézoome par rapport aux masculinités, en fait, c'était ce qui est assez étonnant dans ce sujet-là, c'était d'amener en fait la masculinité hégémonique entre guillemets en fait à s'interroger sur elle-même, ce qu'elle ne fait pas parce que par essence elle est en posture de domination. Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec notre modèle de société. En fait, les personnes qui sont les plus privilégiées, qui sont en posture de domination, sont assez peu finalement amenées à se remettre en question. Souvent, en fait, les remises en question et on va dire pas les avancées, mais en tout cas les avancées de société, ça vient plutôt souvent des marges et des minorités. Comme si cette posture-là, elle nous invitait à être beaucoup plus en mouvement. Et en adaptation permanente et du coup je trouve que d'aller se frotter à justement à l'hégémonie c'est quelque chose qui est pas simple mais quelque part qui permet vraiment d'aller aussi questionner très très profondément les postures. Les postures, et quand tu dis hégémonie, c'est archétypal en fait. C'est l'héritage de nouveau culturel, archétypal sur des concepts. En fait, ce qui est assez... Là, j'en reviens justement sur les ateliers, c'était génial de voir... génial, très étonnant de voir à quel point cette norme et cette hégémonie, elle est ancrée, ces archétypes, ils sont ancrés et que personne n'y correspond. Mais absolument personne. C'est-à-dire que... c'était génial en fait de voir que le modèle auquel on se réfère en fait est inatteignable. Pour le coup, clairement, même les gens qui sont les plus dans les normes entre guillemets, ils ne sont jamais totalement conformes à ces archétypes. Et le fait de le nommer, ça, il y a eu des moments très drôles en atelier parce qu'en fait, t'es là, toi, t'es trop grand, t'es trop petit, t'es machin, t'es pas assez, t'es bidule. Et en fait, de se rendre compte qu'on était tous différents, tous divers et personne n'arrivait vraiment à atteindre cet idéal. Donc finalement, peut-être laisser tomber cet idéal, ce serait plus simple pour tout le monde. Ce serait pas mal. Mais il y a des choses assez étonnantes là-dessus. Ces normes, c'est des objectifs et c'est en même temps, c'est des objectifs qui correspondent tellement à personne. C'est fou. Ouais, c'est sûr. Qui sont inadaptés en fait. Ouais. En tout cas, qui correspondent pas à la réalité finalement. Et là, j'avais envie quand même de revenir sur sur l'utopie. Vous avez à la Turbine, vous avez mis en place cet événement, ou c'est un événement Utopie.0. Oui, tout à fait. Qui est, ça fait plusieurs années maintenant que vous le mettez en place. Donc je me demandais pourquoi ce que l'utopie c'était pour toi. Et peut-être tu peux parler de cet événement justement. Oui, Utopie.0, c'est en 2019, c'est le premier acte du collectif qu'on a posé. Bon, ça me permet du coup de dire un mot du titre de cet événement. Alors, je commence par le point zéro. Le point zéro, en géographie, c'est le point de départ de calcul des distances kilométriques. Donc, il y a des petits macarons au sol, par exemple à Paris, je crois que c'est sur le parvis de Notre-Dame, il me semble, qu'il y a un macaron qui calcule justement les distances kilométriques tout se calcule à partir de là. Donc, c'est un point de départ. Et en physique quantique, le point zéro, en fait, c'est un point de convergence de toutes les énergies au sein d'un atome, d'une unité, en tout cas d'une entité. Et en fait, cette convergence, elle va amener une sorte de point d'équilibre, une sorte d'homéostasie. Le point zéro, d'ailleurs, dans cette dimension-là, il a été aussi développé dans on va dire, des mouvements, des pensées de développement personnel, où on va se dire finalement trouver son point zéro, c'est comment on arrive à trouver cette homéostasie à l'intérieur de nous, ce point de convergence. Bref, du coup, ce qui me plaisait bien dans cette idée, c'était de se dire finalement, l'utopie, c'est un point de départ et un point de convergence. Un point de convergence de toutes les énergies, de tous les modes d'intelligence, les modes d'expression.
Et puis c'est un point de départ aussi, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et de l'ancrer dans le réel. Et d'un coup, cette utopie, du coup, elle devient concrète. Et notre utopie à nous, c'était de faire un événement en journée, qui soit long, avec beaucoup de propositions, qui propose un marathon lecture de 6 heures, qui rassemble des artistes, des scientifiques, voilà, qui essaye de questionner aussi son empreinte dans l'espace dans lequel on est. Et donc ça, c'était notre forme d'utopie. Et en fait, c'était même... il y avait un texte sur la première édition de Foucault sur les hétérotopies qui nous a vachement marqué, qui était de dire en fait comment on crée ces espaces autres, ces espaces en dehors de pas en dehors de la réalité, mais qui créent d'autres réalités. Et en fait, je crois que c'est ça pour nous. En fait, l'utopie, c'est ces hétérotopies, c'est créer des espaces autres. Et puis, c'est faire advenir ce qui n'existe pas encore. Et de rendre, de tenter, en tout cas, d'approcher ou de réaliser ce qui paraît irréalisable. Donc ça, c'est notre approche personnelle de l'utopie. Et Utopie.0, c'est marrant parce que le nom du festival, c'est la petite anecdote. Quand on a fait la 2e édition, on nous a dit alors c'est Utopie.2, c'est 2.0. Ouais, c'est ça. Et non, ça restera toujours Utopie.0 parce que c'est vraiment cet ADN de se dire c'est le point de départ et le point de convergence. Et en fait, il est sans cesse à recommencer, à renouveler, à réinterroger. Ouais, à réinterroger surtout, ouais. Et donc l'utopie, j'ai pas de définition précise, on n'a pas de... En tout cas, c'est ce qui nous porte, ce qui nous relie, comme une sorte de projet, d'objectif ou même de posture, je dirais, posture d'utopiste, quoi. Ah ouais, puis c'est une appropriation du langage pour en faire quelque chose. Ouais. Et quand tu parles de faire advenir des espaces, je refais la boucle avec la systémie. Ouais, c'est ce qu'on avait vraiment envie de proposer, et ce qu'on essaie de proposer à chaque fois, c'est cette expérience qui bouge à l'intérieur, enfin qui nous bouge, quoi. Et c'est au moment en fait de la première édition d'Utopie.0 que j'ai découvert cette autrice, puisqu'elle était dans la région dans laquelle je m'implantais, qui s'appelle Sandrine Roudot, qui a beaucoup écrit sur la question des utopistes. Et en fait, les utopistes, c'est aussi des personnes qui défrichent, c'est des personnes qui vont aller mettre une lumière à un endroit où en fait pour l'instant peu de gens sont allés, où ils sont pas retournés depuis longtemps, on va dire. Et en fait, elle a écrit cet essai sur plusieurs essais sur les utopistes, en disant finalement c'est des gens qui étaient peu nombreux, mais en fait ont réussi à aller ouvrir des fenêtres ou en tout cas à tailler des brèches dans la réalité et en fait opérer des basculements à un moment donné. Et quand on pense par exemple aux suffragettes, elles étaient peu nombreuses, mais c'est à elles qu'on doit le droit de vote aujourd'hui. Elles ont fait bouger les lignes. Elles ont fait bouger les lignes, clairement. Et pareil pour l'abolition de l'esclavage, pour tous ces sujets-là où en fait au début on aurait pu penser que c'était des causes totalement perdues puisque portées par si peu de personnes. Et en fait, il en faut peu parfois pour opérer des basculements. Alors peut-être qu'on a cette prétention entre guillemets, mais c'est même pas une prétention, c'est une posture de se dire peut-être qu'on est peu et qu'on défriche, mais voilà, on a envie de croire que peut-être à un moment ça fera la différence, et puis de se rassembler et de prendre soin aussi des gens qui ont envie de vivre ça. Et c'est une dimension en fait aussi qui rejoint notre dimension de recherche action dans la turbine, où on est vraiment tout le temps en train d'aller explorer des nouveaux territoires, chercher des formes aussi, d'où la difficulté parfois du projet, de pouvoir rentrer dans des cases de compréhension aussi et d'action et de soutien. Mais voilà, on est vraiment à cet endroit-là des utopistes, je crois. Ouais, moi il y a deux choses qui me viennent en t'écoutant, c'est cette capacité d'accueil, c'est-à-dire d'accueillir tout ce que potentiellement je ne sais pas qui va venir réinterroger mes connaissances et ma vision du monde. Et puis cette notion, je me dis que les utopistes sont peut-être plus à même de désobéir. La posture de l'artiste, c'est ça, par essence, et la posture de la chercheuse et du chercheur. Oui, exactement. Moi, ce qui me fascine, c'est d'opérer des rapprochements entre des artistes et des chercheuses qui travaillent sur des limites, c'est-à-dire sur l'extrême passé, sur les extrêmes profondeurs, sur les abysses, où forcément on est dans une posture de doute. On est dans une posture où en fait il y a un moment où potentiellement on va devoir remettre en question toutes nos croyances
Et je trouve ça hyper beau, en fait, ce moment-là, en fait, cette posture-là par rapport à la vie, de se dire, ok, on est prêt aussi à être surpris, à être surprise, et on est prêt à remettre en question des choses. Et ça, je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, d'aller fissurer un petit peu les petites statues, là, parfois, qui sont un petit peu trop solides. Ouais. Et j'avais quand même envie de te poser une question sur on parlait des nouveaux récits. Donc tu dis oui, on parle beaucoup des nouveaux récits, etc. Comment est-ce qu'on peut tisser des liens entre les mondes et créer ces passerelles pour laisser émerger ces nouveaux récits? C'est quoi ta perception? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et comme toutes ces choses dont on parle beaucoup, on finit par plus savoir très bien ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses là-dedans. Quand on parle de nouveaux récits, il y a très concrètement des ateliers, beaucoup de formats d'ailleurs qui se développent, d'ateliers d'écriture pour écrire des fictions. En fait, à la Turbine, on a une bibliothèque. On a une petite centaine d'ouvrages pour l'instant, et en fait l'idée c'est d'acquérir des ouvrages, que ce soit des livres, des BD, des romans, des essais, qui soient à la fois scientifiques, littéraires, sur la question de l'utopie et de ces transitions écosystémiques. Et en fait, sur la partie fiction, c'est assez difficile de trouver des fictions positives. La science-fiction a été énormément développée. Elle l'est toujours, mais il y a eu toute cette époque où justement il y avait beaucoup de dystopies qui étaient développées. Ouais, justement, c'est ça qui est... Et ça, on manque pas d'imaginaire effrayant sur l'avenir. En revanche, des imaginaires peut-être plus positifs, plus constructifs, c'est vrai que ça, on en a besoin. Et du coup, moi, je me réjouis de voir que il y a des gens qui ont envie de travailler là-dessus et d'écrire justement de nouveaux récits, au sens vraiment très littéral du terme, des récits, des fictions qui nous alimentent et qui nous donnent à voir des images aussi pour essayer de se projeter, voir comment concrètement comment on pourrait vivre dans ces nouvelles vies, ces nouvelles réalités. Et puis il y a aussi ce que ça m'évoque, c'est quand on parle de nouveaux récits, nouveaux imaginaires, parfois je me dis ça manque un peu d'incarnation. À la Turbine, on développe assez peu des ateliers d'écriture, voire en tout cas avec des mots pour demain, on amène les gens à écrire à des moments, mais on est plus sur des devises, des mantras, des choses assez courtes que de développer des vrais récits. Mais en tout cas, parfois je me dis renouveler nos imaginaires, c'est peut-être aussi aller vivre différemment des choses. Enfin, je veux dire, les expérimenter avec son corps, ses sensations. Cette notion du corps, du mouvement, de l'action finalement, de l'incarnation en tout cas. Quand tu parles de cette école et de nombreuses écoles, initiatives qui mettent les enfants en fait dans d'autres réalités, à vivre peut-être au contact plus du vivant, des autres espèces, ou réinterroger leur rapport au savoir et peut-être être plus dans le toucher, dans les sensations, dans les émotions. Finalement c'est ça, de créer de nouveaux imaginaires. En fait, je me dis, sans passer par l'écriture, c'est déjà en fait de vivre et de ressentir. Et en fait d'ouvrir son cadre et ses fenêtres aussi sur d'autres manières de vivre. On parle beaucoup de la question des relations amoureuses aussi en ce moment, du rapport au genre. Et en fait, ces nouveaux récits aussi, c'est peut-être on a envie de voir un peu plus de fiction, de films, documentaires, ou même dans la rue, en fait, de visibiliser beaucoup plus en fait ces autres réalités qui existent déjà, mais qui sont minorées par rapport à, toujours on en revient à notre hégémonie et nos archétypes, quoi. Et du coup, ces nouveaux récits parfois sont pas si nouveaux que ça. En fait, ils existent déjà, mais c'est plus les mettre en avant et les valoriser d'une autre manière. Donc c'est les nouveaux imaginaires, nouveaux récits. C'est vrai qu'il y a parfois, à la fois j'utilise ces termes, et parfois je suis un peu de la méfiance par rapport aux mots nouveaux déjà. Et puis la manière d'y répondre, en fait, il y a plein de manières de répondre à ça, en fait. Moi, je crois qu'un des déclencheurs aussi de ce projet-là, ça a été à un moment donné de me dire, dans les fictions que je vois aujourd'hui, dans les créations, c'est pas que ça tourne en rond, mais du coup j'avais besoin d'aller chercher ailleurs d'autres sources en fait de créativité, et en fait je suis allée chercher dans les sciences. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais en fait en collant justement des trucs parfois que je comprenais pas forcément, ou des nouvelles idées, ou d'aller chercher justement d'aller lire un peu des chercheurs en fait, ou des chercheuses qui sont pas forcément les plus mainstream, on va dire. En fait, parfois j'avais des émotions
on a l'impression de comprendre une idée. Alors évidemment, c'est devenu très très normatif en tout cas dans nos milieux. Les pensées de Baptiste Morisot, de Vincent Després, on réhabilite beaucoup, on remet un peu plus au goût du jour les pensées des éthologues, qui sont justement ces scientifiques qui font le lien entre le terrain et les idées et qui sont dans cette expérience très très sensible. Et où on peut aller trouver beaucoup de poésie en fait dans leurs ouvrages. Je pense aussi à une américaine qui s'appelle Donna Haraway, qui a écrit Vivre avec le trouble, qui parle du Cthulhucène, qui serait une autre version, qui serait pas l'anthropocène justement, mais une version plus compost de notre civilisation. Et en fait, je trouve que dans ces écrits-là de des gens qui sont des chercheurs, des philosophes des sciences, des éthologues, même des éco-acousticiens ou acousticiennes. J'ai découvert Jérôme Sueur dernièrement. Je trouve qu'il y a énormément de poésie et de. En fait, c'est une source de création pour moi ces espaces-là, en fait, ces espaces de recherche. Même tous les gens qui travaillent sur l'océan, on travaille beaucoup sur ce sujet-là en ce moment et sur ces espaces inconnus. En fait, je me dis voilà, peut-être les nouveaux imaginaires, ils sont parfois allés chercher aussi dans d'autres endroits. À travers d'autres types de paroles et d'expressions en tout cas. Ouais. Et des endroits qui existent. Oui. ouais, c'est clair. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Bon, on a couvert pas mal de choses. Est-ce que t'aurais envie d'ajouter quelque chose déjà, et puis ou peut-être voilà, si t'avais un message à faire passer aujourd'hui, une sorte de... J'aime bien appeler ça les transmissions du futur, mais tu vois, les transmissions du présent, c'est bien aussi. Mais à faire passer peut-être aux hommes et aux femmes aujourd'hui. Oh, wow. Je sais pas. Ou juste ajouter quelque chose Quand tu m'as écrit, tu m'as parlé de la réconciliation. Ouais. C'est un mot qui m'a hyper frappée. Parce que je l'entends pas si souvent. Et ça dernièrement, j'ai beaucoup prêté attention à la dissonance. Que je pouvais observer chez les uns, chez les autres, à l'intérieur de moi-même aussi. Et dans mes activités aussi de formation, d'accompagnement, en fait, c'est notre manière de le dire, mais j'accompagnais les gens aussi à travailler sur leur alignement. Et donc la dissonance, c'est l'inverse de l'alignement. Et du coup, l'alignement, quand tu parles de réconciliation, c'est un mot aussi que j'avais pas mis sur ce processus-là. C'est en fait, je pense qu'on a besoin, en tout cas moi j'éprouve ce besoin-là, et c'est un peu ce que j'essaye de faire dans ma vie, dans tous mes choix, en fait, de réconcilier des parties de moi-même, de réconcilier aussi, ça veut dire aussi un peu avoir de l'empathie envers moi, de douceur, envers moi et envers moi, Sapiens, qui participe à cet effondrement, et de reconnaître en fait quelle est ma part, comment je peux agir, qu'est-ce que je peux faire, et de le faire à mon juste niveau, c'est-à-dire pas en démiurge, mais en tout cas en être vivant, et du coup réconcilier aussi des choses. On parlait de visibilité tout à l'heure, mais des choses qui étaient peut-être plus invisibles chez moi, et j'ose beaucoup plus aujourd'hui me présenter de manière multifacette, et chose que je faisais moins avant, et donc j'y trouve beaucoup d'apaisement là-dedans. Ça fait peur parce que du coup commencer à dire qu'on est ça, mais ça aussi et ça aussi et ça aussi, et que oui, vous voyez pas de cohérence, mais en tout cas c'est ce que je suis. Et en fait ça me permet de me réconcilier avec moi-même, et aussi peut-être d'autoriser, par le fait que je m'autorise, peut-être que en fait par effet d'entraînement, tu parlais de domino tout à l'heure, peut-être entraîner ce mouvement-là autour de moi, et de me dire oui, comment de créer une énergie positive là-dedans, de se dire réconcilions-nous, réconcilions les parties de nous-mêmes, et puis à la hauteur dont on dispose, à la manière dont on peut le faire en fait, avec tout ce qu'on a sous la main, mais en tout cas et en acceptant aussi qu'il peut toujours y avoir des endroits de dissonance, mais
remettre de la conscience un peu sur tous ces aspects-là et les assumer un peu plus, quoi. Ouais, et puis tu disais tout à l'heure, je viens de lire Puissance de la douceur d'Anne Dufourmentel, et donc ce mot de douceur justement. Et justement, en parlant des mots, tu vois, tout à coup, je le vois dans ce petit ouvrage, dans ce petit essai, et je me dis, mais oui, la douceur. Bien sûr, réinterroger le sens de la douceur et comment je me l'applique ou comment je l'incarne pour moi-même et pour les autres. Et ouais, je me dis que la réconciliation, ça passe peut-être d'abord par la conscience qu'on est multi-histoire et multifacette. Et l'accueil du paradoxe qu'on est, nous humains, quoi. Tu vois, ouais, bien sûr. Donc ça résonne complètement ce que tu dis. En tout cas, c'est un beau mot. Je te remercie de me l'avoir partagé parce qu'il est peu dans mon paysage et en fait, il a vraiment fait sens. Donc merci de faire ça. Et la réconciliation, je sais pas, là il y a un mot qui me vient aussi en même temps, c'est la radicalité. Ouais. Ça paraît pas forcément lié au premier abord. La réconciliation militante. Réconciliation radicale, ouais. Je sais pas, j'ai envie de terminer là-dessus. Ouais, ça me paraît pas mal. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup pour ce temps. Merci Diane. Vraiment, c'est une rencontre voilà, qui me touche beaucoup et qui m'émerveille. Voilà, Es una voz escondida entonando una canción. Es una luz encendida.